Bienvenue dans la chronique politique avec notre chroniqueur Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour à tous nos téléspectateurs. Le titre de votre chronique ce matin, Kérékou, le pouvoir et la ruse. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Oui, écoutez, depuis le début du mois de décembre, nous avons commencé à évoquer quelques faits d'histoire qui nous ont conduits à la conférence nationale et qui ont dû jouer dans le contenu de notre constitution, la constitution du 11 décembre 1989 et 1990, donc qui a 29 ans, qui a été finalement révisée le 1er novembre dernier. Donc c'est quand même des occasions pour remuer un peu cet effet d'histoire. Et dans cette logique, on se rend compte que beaucoup analysent les événements de 89 du point de vue de la victoire du peuple. Mais très peu font attention un peu à Mathieu Kérékou, le personnage central de ce qui s'est passé en 89, et jusqu'à la constitution de 1990, et surtout à la stratégie qu'il a déployée pour traverser cet ouragan. Vous parliez tantôt d'ouragan avec les Corentins, pour traverser cet ouragan et surtout se hisser au rang donc et chantre de la démocratie, parce que les louanges qu'il a reçues le 28 février au terme de la conférence nationale, nul ne pouvait présager de cela au moment où la conférence s'ouvrait le 19 février. Donc, le chroniqueur a voulu faire un clin d'œil au pouvoir et surtout à la ruse de Mathieu Kérékou. Et justement, vous savez, il y en a qui s'offusquent de penser que le pouvoir c'est la rage, la ruse, et on le répète à fort comme si c'était quelque chose de repugnant. Mais en réalité, le pouvoir va très bien avec la ruse. Comment? Ah oui, bien sûr, il faut pas avoir peur des mots et surtout, il ne faut pas avoir la chair de poule. Le pouvoir, c'est la ruse. Et quand on tasse Machiavel, donc et déjà, qui est quand même pour moi, c'est l'un des théoriciens, donc un théoricien culte de la science politique, de la gestion du pouvoir, la gestion des hommes, la gestion des situations, la gestion des intérêts. Je pense que quand vous lisez Machiavel, c'était on parle négativement, ils ont mal lu Machiavel en réalité, parce que les conseils, sinon les formules qu'il utilise, visent plutôt à faire prendre conscience à la fois aux gouvernants comme aux gouvernés, de comprendre un peu ce que c'est que gérer les hommes. Et donc, Mathieu Kérékou a fait comme Machiavel, c'est-à-dire, il dit, pour le pouvoir va, et pour tenir le pouvoir, il faut être à la fois homme et bête. Et si vous êtes bête, il faut être à la fois lion et renard. Oui. Il faut être lion pour pouvoir épouvanter les loups. Il faut être renard pour éviter les pièges. Il faut être lion pour se défaire. Il faut être renard pour se défaire donc des loups. Et il faut être renard il faut être lion pour pouvoir épouvanter les loups. Et il faut être renard pour se défaire des pièges. Alors, qu'est-ce que Mathieu Kérékou a fait? Tout simplement, il a épouvanté les loups. Qui étaient les loups? Ceux avec qui il a gouverné pendant 19 ans, 18 ans, 19 ans. Et qui n'avaient plus voix au chapitre en réalité en 88-89 parce qu'ils étaient noyés. La banqueroute, un certain nombre de phénomènes qu'on a déjà rappelés sur ce plateau ont eu raison d'eux. Et lui, M. Kérékou, est resté maître du jeu et nous l'avions rappelé dans les événements du 6 et 7 décembre, là, au moment où les organes centraux du parti de l'État se sont retrouvés. Ils ont dit, quand ils ont décidé que l'idéologie du PAP, l'idéologie marxiste-léniniste, n'était plus l'idéologie de l'État, ils ont libéré Mathieu Kérékou en réalité. Parce qu'on a dit, le président du comité central va convoquer, courant premier trimestre 90, une conférence nationale. Alors, dès lors, le pouvoir qui était détenu par le parti, qui contrôlait l'État, est retombé dans les mains du président du comité central du parti, qui seul incarnait désormais le pouvoir. Parce que, à partir du moment où le parti d'avant-garde ne contrôlait plus l'État, ces instances, ces institutions qui existaient, n'avaient plus de pouvoir pour en imposer. Donc, le Conseil exécutif national, qui était le gouvernement de l'époque, ne recevait plus d'instructions
du bureau politique ou du comité central du parti. Alors dès lors, il n'y avait plus de pouvoir autre que celui incarné par Mathieu Kérékou, lui seul, qui détenait un mandat qu'il avait du peuple à travers l'Assemblée nationale révolutionnaire qu'il avait élu et quelques mois plus tôt. Donc il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul d'abord, à la tête d'une constitution qui ne pourrait plus être réellement appliquée, enfin à la tête d'un pays, avec une constitution qu'on ne peut plus réellement appliquer, et des organes qui n'existaient que de fait, et dès lors que le socle institutionnel, le socle législatif, enfin le socle normatif, je veux dire la constitution qui leur servait de base, n'était plus fonctionnelle. Vous comprenez? Elle était là, elle n'a pas été abrogée, mais elle était dépouillée de sa substance qui était que c'était une constitution qui consacrait l'idéologie du marxisme-léniniste et dont le parti du PPB en étant le garant. Donc voilà le parti qui contrôlait, donc qui était le cœur central, l'avant-gardiste, donc enfin, le gardien du temple. Lorsque on met le gardien de côté et le temple devient vulnérable. Alors donc le seul maître du temple, c'était Mathieu Kérékou. Donc il s'est défait le 7 décembre de tous ces apparatchiks donc du PAPB et de la constitution elle-même. Donc il s'appuiera sur la même constitution pour gouverner seul. Il a convoqué, on a dit il va convoquer une conférence nationale. Il a mis en place l'équipe préparatoire, mais l'équipe préparatoire avait son décret, mais la conférence n'en avait pas. La conférence n'en avait pas. Au moment même où la conférence s'ouvrait, il n'y avait pas de décret. Donc la conférence nationale n'avait pas un acte juridique qui... Donc il voulait observer un peu la situation. Le 11 décembre, on a parlé un peu. Oui. De 29 ans, on en parlait aussi, de 30 ans, des événements qui, certains ont dit que le peuple avait pris le pouvoir, oui, mais en fait, c'était pour Mathieu Kérékou l'occasion de légitimer son push des 6 et 7 décembre, parce que, à partir du moment où il s'est retrouvé seul à la tête de l'appareil, il fallait qu'il jauge un peu la rue. Et quand il est descendu sur le terrain, le 11 décembre 89, il n'était plus accompagné des barons du parti. Contrairement à cette précédente descente, parce qu'il était le porte-parole de ce parti, président du bureau du comité central, président du bureau politique, donc, président de la République, chef d'État, chef de gouvernement. Donc, mais le 11 décembre, c'était plutôt le chef de l'État et le chef de gouvernement seul qu'on avait vu. C'est-à-dire l'homme seul à la tête de l'appareil. Il était entouré des militaires, donc de sa garde rapprochée. Il était entouré il était avec le ministre de l'Intérieur, donc le gouvernement. Il était avec ses conseillers techniques. Donc, il était, son cabinet, il était avec les siens pour prendre le pouls, même s'il a été lapidé, on lui a lancé quelques pierres au niveau du film. Mais il a quand même montré qu'en ce moment-là, le seul maître à bord, c'était lui. Et comment a-t-il pu gérer seul? Écoutez, comme vous l'avez dit, lorsque vous êtes un militaire, vous êtes un stratège, chef militaire, chef stratège, Mathieu Kérékou était un enfant de troupe, était de camp, à observer le pouvoir, à gérer les pouvoirs des garnisons depuis les garnisons, parce qu'il était à la tête de plusieurs comités. On a déjà imaginé qu'en 67, déjà, au moment où le lieutenant-colonel Allais prenait le pouvoir, Mathieu Kérékou était déjà, faisait partie de ces jeunes cadres de l'armée qui étaient derrière. Donc, ce n'est pas un homme nouveau, c'était quelqu'un qui est resté longtemps autour de l'appareil, directement dans les garnisons ou à côté du président Maga, il a observé, il connaît, il a vu comment ça se fait, et avec l'art militaire, il a utilisé l'art militaire pour gouverner les civils. Je pense que il a dit que lui-même dit qu'il n'a pas lu tous les grands théoriciens, mais je pense qu'il a fait mieux que Machiavel. Il a fait du Machiavel, tout simplement. Même s'il n'a pas lu, je pense peut-être qu'au sein de l'appareil du PPB, parce que regardez, en 72, quand il a pris le pouvoir, c'était pas lui seul qui a pris le pouvoir, mais le mécanisme qu'il a utilisé, il l'a réutilisé en 89. C'est-à-dire en 72, quand il a pris le pouvoir, il a composé avec les jeunes civils. Il n'a pas composé qu'avec les militaires. Déjà, il a ouvert, et tout de suite, quel civil se pencher vers la gauche. Donc, contrairement à tout ce à quoi on a eu droit depuis 72, de 72, il a utilisé des jeunes qui luttaient, Ligue, Jude, pour pouvoir asseoir dans le peuple son pouvoir. Et il a pris les plus nombreux, c'est-à-dire les ligueurs, et puis ceux qu'il pouvait plus facilement aussi influencer. Il a piqué dans la chute des têtes de pont
et comme les Jomokoyas, donc qui pouvaient aussi réutiliser, enfin, qui pouvaient, pour fragiliser l'autre camp. Donc déjà, la ruse a joué là, de 72 à 75. Déjà, on aura peut-être d'autres créneaux pour le dire. Oui. Mais en 89, il a réutilisé le même mécanisme en les éjectant. Et il s'est retrouvé naturellement, puisque à partir du moment où la rue grondait, il fallait prendre des mesures, il faut aller au Fonds monétaire international, le Fonds a imposé ses contraintes, ses conditions, dont la libéralisation du système. D'où dès lors la Constitution de 72, de 77 ne pouvait plus continuer. Il fallait passer le cap. Il a profité un peu de ces descentes de l'agitation politique, sociopolitique, de blocage. Il en a profité pour se défaire d'abord de tous ces gens. Il s'est retrouvé seul à bord, et seul. Alors, il s'ouvrait déjà à ce que tous ces gens utilisaient. Un peu, par exemple, les systèmes compatibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du système, mais ils ne sont pas anti-système. Donc, comme je vous l'ai dit, on a parlé de Robert Doussou, de René Onsou, qui est allé le voir en juin ou en juillet 89 pour lui dire, mais écoutez, quand le bébé pleure, on ne le fait pas, on le met le biberon. Donc, cette allégorie a été utile. Et il a pu être porté par ce qu'on appelait les anarcho-gauchistes, mais pas les régimes compatibles, c'est-à-dire les gens qui gravitaient autour, mais qui n'étaient pas vraiment du système, mais qui gravitaient autour du système. Donc, il y a ça. Et il a pu comprendre qu'il peut les réutiliser. L'entrée au gouvernement en août 89 de Robert Doussou, de Amonsé Lebet, de Kadja, de Germain Kadja, de certain nombre d'intellectuels de gauche, mais pas du PRPD, a commencé déjà à être utilisé comme des éléments pour fragiliser ce parti qui n'avait plus en survie, qui n'était plus assez, qui n'avait vraiment plus de base. Et donc, Mathieu Kérékou a utilisé tout ça. Et en décembre 89. Oui. Je pense que c'est un aspect qu'on a très peu abordé, qui a fait très peu écrire. Je pense que les universités ont besoin peut-être de retravailler tout ce point de notre histoire pour que la génération. Il ne faut pas voir on l'a vu comme un président affaibli totalement. Non, oui, il était sans doute affaibli, mais il a su renaître tel le phénix de ses cendres pour, comme je vous l'ai dit, au moment où il ouvrait la conférence nationale, il était en position de faiblesse. Mais il a adopté cette position. Mais on aura le temps, quand vous détricotez ces discours entre le lundi 19 février, le mercredi 21, quand il est venu répondre à quelques questions, et le lundi le 26 et le mercredi 28, vous allez voir comment son discours est monté progressivement en tempo. Comment il a élevé le niveau du discours. À chaque fois, il a adapté à chaque fois aux conditions du moment pour rester maître à bord. Voilà, donc... Et cette stratégie de l'homme, quel impact cela a eu sur la vie politique du pays? Cela nous a permis tout simplement de traverser tranquillement toute cette vague sans effusion de sang. Je pense que c'est cela parce que ça lui a permis d'être auréolé d'hommes de paix, d'hommes de paix, de bénéficier d'une amnistie sur tout ce qu'il a pu faire, connu ou non connu, c'est quand même beaucoup. Beaucoup, c'était franchement ce que beaucoup de soldats africains redoutaient pour ne pas quitter le pouvoir. Donc, quand il a perdu le pouvoir en 91, après les élections, après l'élection présidentielle, là encore, il va falloir peut-être que des témoins de l'histoire nous parlent beaucoup plus. Il a fallu, il y a eu quelques petits moments de friction, grâce à Monseigneur de Souza, le Haut Conseil de la République agissant en qualité du Parlement, a voté une loi d'amnistie personnelle pour lui, ce qui lui a permis de quitter le pouvoir. Et il revient 5 ans après, et pour passer 10 ans, cette fois-ci, comme démocrate. Donc, c'est ça la conséquence de cette posture, où au lieu d'utiliser la force, parce que là aussi, Machiavel met à disposition les deux, ou soit la force, et soit la ruse. Vous voyez, soit la force, vous devez être homme ou bête. Et dedans, vous pouvez utiliser soit de la force, soit à la fois force et ruse. Et quand il y a à la fois force et ruse, parfois vous penchez pour ce que vous avez envie d'utiliser. Beaucoup les plus intelligents utilisent beaucoup plus la ruse que la force. Parce que la force, elle semble brutale.
violente, et puis elle semble triviale. Alors que la ruse, elle est pernicieuse, elle est cynique, elle est lente, elle est douce. Elle peut ne pas être perceptible, et comme Mathieu Legault a su bien jouer justement, on a pu traverser. Vous savez, ceux qui disaient que non, monsieur, non, il n'a qu'à démissionner. Moi, j'ai vu un certain président Midele Zissou rentrer en janvier ou en début février 90, on dit non, mais voilà, ce monsieur, non, il est terminé, il n'a qu'à partir, et puis après, il fut conseil social de Kérékou. Voilà, quand le code de 96. Donc, c'est dire que quoi? Que ce monsieur, quel que soit tout ce que les gens peuvent lui reprocher, c'est que le PCB ne le porte pas particulièrement. Je les comprends bien parce que, comme je dis, il leur a retourné, enfin, cette amabilité entre les deux, ou bien l'échange de bons procédés, si on peut le dire, cyniquement, entre les deux, je pense qu'ils se sont retournés, ils se retournaient, franchement et mutuellement les bonnes formules en griffe. C'est-à-dire que donc, mais au-delà de ça, au-delà des personnes qui ont payé de leur chair, de leur vie, parfois le système, quelques errements du système. Je pense que Mathieu Kérékou fut un homme politique qui a beaucoup marqué l'histoire de notre pays. Et au moment où nous évoquons, effectivement, nous terminons peut-être d'évoquer les événements du décembre 89, il était nécessaire donc de marquer l'arrêt sur ce personnage qui tenait à son pouvoir, mais qui n'était pas obsédé par le pouvoir. Il sait le gérer. Il s'est entouré par de la force, mais de la ruse, et d'une ruse dont je viens d'évoquer une partie. On peut revenir. En parlant de la Convention nationale, on reviendra sur les autres éléments de la ruse. Et la ruse qui lui ont permis également de revenir au pouvoir en 1996, qui lui ont permis de tenir 10 ans. Au pouvoir, c'est ça.